Mika Podcast. Ésotérisme, paranormal et mystère. Bonjour et bienvenue dans Éveil et Sortilège. Alors, on a vraiment plongé dans la collection de sources que vous nous avez fait parvenir sur l'alchimie, et je dois dire que c'est un dossier absolument fascinant. Ah oui, on y trouve de tout, des textes hermétiques, parfois attribués à des figures comme Fulcanelli, des biographies de personnages hauts en couleur, et puis des analyses historiques plus modernes qui essayent de démêler le vrai du faux. C'est un véritable labyrinthe, en effet. Mais ce qui ressort de tous ces documents, c'est une sorte de tension permanente, une dualité en fait. Oui, d'un côté, on a la promesse matérielle, presque, brute, l'idée de transformer le plomb en or. Et de l'autre, une quête bien plus subtile, philosophique, spirituelle, la transformation de l'alchimiste lui-même. Et c'est précisément ça, notre mission, aujourd'hui. On va utiliser ces sources pour tenter de tracer une carte de ce labyrinthe, comprendre ce que ces alchimistes cherchaient vraiment, au-delà du mythe de la richesse infinie. Commençons par là, d'ailleurs, parce que c'est l'image la plus tenace. Les sources parlent de rois, d'empereurs comme Rodolphe II. Ils étaient obsédés par cette idée. C'était la motivation la plus évidente, quoi. Pour un souverain avec les coffres vides, la promesse de pouvoir créer de l'or à volonté, c'était irrésistible. Ça a dû attirer beaucoup de monde. Ça a créé un véritable appel d'air. Et c'est dans ce contexte qu'émergent des figures légendaires. Et la plus célèbre, citée partout, c'est sans conteste Nicolas Flamel. Oui, le fameux Nicolas Flamel, on a cette image d'un simple libraire parisien du XIVe siècle qui, du jour au lendemain, devient richissime avec sa femme Pernelle. Mais les sources sont assez nuancées. Tout à fait. Concrètement, qu'est-ce qui est historique et qu'est-ce qui relève de la légende? C'est là que ça devient complexe. Le fait historique, c'est qu'un Nicolas Flamel, écrivain public et libraire, a bien existé. Il a fait des dons importants à des églises, financé des constructions. Et sur ces constructions, il a fait graver des symboles assez inhabituels. D'accord. La légende, elle, naît bien plus tard. Elle affirme que cette richesse soudaine venait de sa découverte de la pierre philosophale en 1382. Et du coup, les symboles qu'il a laissés sont réinterprétés comme des indices du grand œuvre. Mais cette quête de l'or n'attirait pas que des érudits. Les sources pointent aussi vers un côté beaucoup plus sombre. Presque terrifiant. Absolument. Le cas de Gilles de Rais est probablement le plus extrême et le plus glaçant. On parle bien du compagnon de Jeanne d'Arc? Lui-même, un maréchal de France, un héros de guerre, et pourtant, une fois retiré dans sa forteresse, il s'est livré à des expériences alchimiques qui, d'après les actes de son procès, étaient mêlées de rituels sataniques, d'invocations et du sacrifice de centaines d'enfants. Attendez, là on est très loin du philosophe dans son laboratoire. Comment l'alchimie, une quête de perfection, peut mener à de telles horreurs? C'est une perversion de la discipline. C'est une perversion totale. Pour Gilles de Rais, l'alchimie n'était plus une voie vers la sagesse, c'était juste un moyen d'avoir de l'or pour maintenir son train de vie. Un moyen rapide, voilà. Et pour ça, il a choisi la voie la plus sombre, pactisée avec des démons. C'est le contre-exemple parfait de l'adepte spirituel. Ça illustre le danger de poursuivre le but matériel sans aucune élévation morale. Entre ces deux extrêmes, le sage et le monstre, il y avait aussi une grande zone grise, celle des charlatans. Les sources parlent d'un certain Lascaris. Oui, et il n'était pas le seul. Avec un enjeu pareil, les fraudes étaient inévitables. Certains étaient des chimistes assez doués pour l'époque. Ils faisaient de fausses transmutations, avec des creusets à double fond ou des baguettes truquées. Ah oui, les grands classiques. Exactement. Lascaris, lui, était plus subtil. Il projetait du chlorure d'or ou du nitrate d'argent dans du métal en fusion. Ça donnait une couleur dorée ou argentée. Ça durait pas, mais c'était suffisant pour empocher la récompense et disparaître. Même la fortune de Flamel est remise en cause, d'après une des sources, une analyse de l'abbé Villain. Tout à fait. Cette analyse suggère que la fortune de Flamel était bien réelle, mais qu'elle venait de spéculations immobilières et peut-être de prêts à intérêt, ce qui était interdit par l'Église. Donc l'hypothèse, c'est qu'il aurait lui-même cultivé ce mystère alchimique. Exactement. Par vanité ou pour cacher des activités moins avouables. Il aurait joué avec les symboles pour bâtir sa propre légende. Donc on a des légendes, des monstres, des escrocs. On pourrait être tenté de tout balayer d'un revers de main. Et pourtant, au milieu de tout ça, il y a une histoire qui détonne. Un témoignage
troublant d'une source on ne peut plus crédible, le savant Jean-Baptiste von Helmont. C'est le témoignage qui a empêché l'alchimie de sombrer complètement dans le discrédit. Von Helmont, c'était pas un illuminé, c'était un médecin, un chimiste de premier plan, un des précurseurs de la science moderne. Et il raconte quoi exactement? En 1618, il écrit de manière très factuelle avoir reçu la visite d'un étranger qui lui a donné un quart de grain de pierre philosophale. Une quantité infime. Et qu'est-ce qu'il en a fait? Il n'a pas juste... Non. Sceptique mais curieux, il a mené l'expérience lui-même, dans son laboratoire. Il a fait fondre 8 onces de mercure, il a jeté la petite parcesse dedans, et il décrit comment, avec un bruit pareil à celui de l'eau qui bout, le mercure s'est figé instantanément en une masse jaune. De l'or. De l'or d'une pureté exceptionnelle d'après lui. Ce qui est fou, c'est sa réaction. Il ne cherche pas à s'enrichir, il ne cherche pas à reproduire l'expérience, il se contente de témoigner. C'est toute la question. Pourquoi un scientifique aussi rigoureux risquerait sa réputation pour une histoire pareille? Il avait rien à y gagner et tout à y perdre, hein. Il témoigne d'un fait qu'il ne peut pas expliquer par honnêteté intellectuelle. Son récit suggère que oui, la transmutation est possible, mais que la clé n'est pas accessible par les voies ordinaires. Donc le secret n'était peut-être pas dans la formule chimique? Voilà, vous mettez le doigt dessus. Cette histoire de Von Helmont nous oblige à basculer d'une vision technique à une autre dimension. Pour les vrais adeptes, l'alchimie n'était pas une simple recette de cuisine. C'est ça. C'est ce qu'ils appelaient une philosophie transmutatoire. Et comme toute philosophie, elle avait son propre langage, conçu pour être... Incompréhensible aux profanes. Pour protéger le savoir. Exactement. Les textes alchimiques sont un dédale d'allégories, de mythes. L'idée était de protéger le savoir des esprits cupides, de ceux qui, comme Gilles de Rais, n'y verraient qu'un moyen de puissance. Et ce langage n'était pas seulement écrit, c'est un point fascinant abordé dans les sources, via Fulcanelli notamment. Il prétend que ce savoir est gravé, à la vue de tous, dans la pierre de nos cathédrales. Ça paraît fou. C'est pourtant sa thèse. Prenez le portal central de Notre-Dame de Paris. Fulcanelli attire l'attention sur le pilier central, le trumeau. On y voit une femme, une allégorie de l'alchimie. D'accord. Et contre sa poitrine est appuyée une échelle. Une échelle à 9 barreaux. Pour Fulcanelli, c'est une instruction claire. Le grand œuvre se déroule en 9 étapes. Chaque détail est un enseignement pour celui qui sait voir. C'est un message caché, en pleine lumière en fait. Parlons d'autres symboles clés. L'ouroboros, le serpent qui se mord la queue. On le voit partout. Ça signifie quoi, précisément? Pour l'alchimiste, c'est le résumé visuel de toute l'opération. Ça symbolise un système clos. Un cycle. Un cycle, oui. L'idée, c'est que tout ce dont vous avez besoin se trouve déjà dans la matière de départ, la materia prima. On n'ajoute rien. On travaille cette unique substance jusqu'à ce qu'elle se détruise pour renaître plus pure. C'est l'illustration de l'axiome 1 est le tout. Donc, il ne s'agit pas de mélanger des ingrédients A et B pour obtenir C, mais plutôt de débloquer le potentiel qui est déjà à l'intérieur de A. C'est une perspective radicalement différente, tout à fait. Et le phénix qui renaît de ses cendres, c'est une autre facette de cette même idée. Exactement. C'est la renaissance au sein de ce système clos. Le phénix représente une étape cruciale, la phase au rouge, où la matière, après avoir été purifiée par le feu, décomposée, revient à la vie sous une forme incorruptible. C'est le symbole de la régénération. On trouve aussi constamment cette opposition entre deux principes. Souvent, on voit les arbres solaires et lunaires, où la devise « solve » et « coagula », dissout et coagule. Ça reste un peu abstrait. On pourrait trouver une analogie pour comprendre ce processus. On pourrait le comparer à un processus créatif ou même à une thérapie. Solve, dissoudre, c'est la phase d'analyse. On prend un problème, une matière brute, et on la décompose en ses éléments les plus simples. On la réduit au chaos. C'est ça. Pour comprendre ce qui la constitue, coagula, coaguler, c'est la synthèse. Une fois qu'on a les éléments de base purifiés, on les réassemble d'une manière nouvelle, plus harmonieuse, plus parfaite. C'est dissoudre l'ancien pour créer du neuf. C'est beaucoup plus clair. Cette philosophie repose donc sur un postulat qui a dû paraître fou pendant des siècles, l'idée que la matière est une. C'est le socle de toute leur pensée. Pour eux, tous les métaux n'étaient que des variations d'une même substance. La différence entre le plomb et l'or, ce n'était pas une différence de nature, mais de maturité. De perfection.
Et ils expliquaient ça avec la théorie du soufre et du mercure. Mais attention, les sources insistent bien, on ne parle pas du soufre jaune et du mercure liquide qu'on connaît. Absolument pas. Ce sont des principes philosophiques. Le sulfure représente le principe masculin actif, le feu, et le mercurius, c'est le principe féminin, passif, l'eau, le volatile. C'est ce qui donne aux métaux leur éclat, leur métalléité. D'accord. Et chaque métal est un mariage unique de ces deux principes, qui viennent eux-mêmes d'une source encore plus fondamentale, la materia prima. La fameuse matière première ? C'est le saint graal des alchimistes. Mais c'est quoi concrètement ? C'est le plus grand secret de l'alchimie. Les textes la décrivent comme une substance vile, méprisée, qu'on trouve partout mais que personne ne voit. Pour la travailler, il faut un agent, un catalyseur, le mercure des philosophes. C'est la clé de tout. Une substance paradoxale, à la fois liquide et solide, matérielle et spirituelle, qui porte 1000 noms d'ailleurs, pour égarer les curieux. Vitriol, salpêtre, proté, caméléon. Exactement. En vous écoutant, on s'éloigne de plus en plus de la chimie pour se rapprocher de la psychologie, de la spiritualité. Cette idée d'une substance à la fois matérielle et spirituelle, c'est le point de connexion, c'est le cœur même de la pratique. Un adage alchimique dit « Toute opération de transformation s'opère en soi et ensuite devient visible ». Autrement dit, si l'opérateur ne se transforme pas intérieurement en même temps que la matière dans son alambic, le processus échouera. La transformation extérieure est le miroir de la transformation intérieure. C'est pour ça qu'ils appellent ça un art, car l'art est le langage de l'âme. Ce qui change complètement la définition du grand œuvre. Le but final, ce n'est donc pas la fiole remplie d'or. Pas du tout. L'or matériel n'est qu'un sous-produit. La preuve, quoi. La preuve tangible que l'œuvre a réussi. Le véritable grand œuvre, c'est une opération spirituelle, délivrer l'esprit de l'âme. C'est-à-dire... Dans leur vision, l'âme est liée au monde matériel. L'esprit, une étincelle divine, y est emprisonné. L'œuvre consiste à purifier la matière, le corps et l'âme, pour libérer cet esprit. L'or produit est alors un corps glorifié, parfait, à l'image de l'alchimiste qui a solarisé son propre être. Cette vision du monde où l'intérieur et l'extérieur se reflètent ne pouvait pas se limiter au laboratoire. Les sources montrent que ça s'étendait à tout, y compris à la médecine. Oui, c'est la spagérie, l'alchimie végétale. Des figures comme Paracels ou Arnaud de Villeneuve. Ils appliquaient le solve coagula aux plantes. L'idée était de séparer les principes de la plante, de les purifier, puis de les recombiner pour obtenir un remède bien plus puissant. Et tout ça s'inscrit dans une vision plus large du cosmos, où l'astrologie joue un rôle central. Indispensable, c'est la doctrine des correspondances. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Chaque métal est lié à une planète, l'or au Soleil, l'argent à la Lune, le fer à Mars, le plomb à Saturne. Donc chaque opération devait être menée à un moment astrologique favorable. Exactement, en harmonie avec les cycles cosmiques. L'alchimiste n'est pas contre la nature, il accélère ses processus. Cette vision d'un univers unifié par des forces complémentaires, comme le solaire et le lunaire, n'est pas unique à l'Occident. Non, et c'est une convergence remarquable. La philosophie chinoise, par exemple, repose sur l'équilibre du yin et du yang, deux principes qui rappellent étrangement le mercure et le soufre. On retrouve cette quête d'unité partout. Pour finir, les sources rappellent que les alchimistes eux-mêmes ne se voyaient pas comme des inventeurs, mais comme les héritiers d'une tradition très ancienne. Ils se revendiquaient d'une sagesse primordiale, qui remonterait aux origines. Leur figure tutélaire, c'est Hermès Trismégiste, le 3 fois très grand, un personnage mythique de l'Égypte ancienne. L'initiateur de tous les arts. C'est ça. Et ce n'est pas qu'un mythe. Des documents, comme les papyrus de Leyde, découverts en Égypte, contiennent des recettes techniques de coloration des métaux qui sont les ancêtres directs de l'alchimie. Les racines sont bien là. Le voyage est vertigineux. En s'appuyant sur ces sources, on est passé de chercheurs d'or un peu naïfs à une philosophie spirituelle d'une complexité folle, avec un langage symbolique et une vision du monde totalement unifiée. Et le plus fascinant, c'est peut-être la conclusion. Pendant des siècles, l'idée de transmutation des éléments a été la raison pour laquelle on rejetait l'alchimie. C'était une superstition. Changer le plomb en or, c'était absurde pour la science classique. Jusqu'au XXe siècle. Où la physique nucléaire a tout changé. Exactement.
Quand on a compris la structure de l'atome, on a réalisé que la transmutation, non seulement n'était pas impossible, mais qu'elle était un principe fondamental de l'univers. On peut aujourd'hui, dans des accélérateurs de particules, changer des atomes de plomb en atomes d'or. Le coût est exorbitant, bien sûr. Bien sûr, mais c'est possible. Les alchimistes avaient raison sur le quoi. Ils se trompaient simplement sur le comment. Leur intuition était des siècles en avance sur leur science. Ce qui nous laisse avec une dernière pensée, une question pour la personne qui nous écoute. Les alchimistes disaient que la matière première, cette substance vile, se trouvait partout. Certains ajoutaient même en nous-mêmes. Si la véritable transmutation est intérieure, alors on peut se demander quel est le plomb de notre propre vie que nous cherchons, aujourd'hui encore, à transformer en or. Mika Podcast. Ésotérisme, paranormal et mystère.